Merci, Monsieur Omer Ntumba Chabangi Wangandou. Merci d'être venu nous voir dans le cadre de notre émission Questions directes. Vous êtes ingénieur en construction. C'est quoi un ingénieur en construction? Ça consiste en quoi? Les ingénieurs, il y en a plusieurs disciplines. Vous avez le génie civil, où il y a la construction. Vous avez le génie mécanique, où il y a la mécanique. Vous avez le génie électrique, électronique. Il y a plusieurs. Donc, la construction, c'est ce qui concerne la construction des bâtiments, okay, les infrastructures comme routes, le pont, tout ce qui est béton armé, tout ça. Oui, oui, voilà, tout ça. C'est tout ça, la construction. Vous avez fait l'essentiel de votre parcours professionnel comme cadre de direction dans Chani Metal. Comment êtes-vous arrivé là? Lorsque j'ai terminé mes études en France, en 1972, j'arrive à Kinshasa, je cherche à travailler dans une entreprise. En 1974, Chani Metal fait un appel d'offres d'emploi dans le journal Salungu, de Bondo Sama à l'époque, avec ce titre. Chani Metal cherche un ingénieur pour remplacer un ingénieur belge qui rentre définitivement en Belgique. J'ai saisi la balle au bon et je vais me présenter à Chani Metal pour être engagé. Et quand vous avez passé un concours. Et quand j'ai à Chani Metal, on me dit que la condition aussi chez nous, il faut le Congo. Moi, je dis non, je crois qu'avec mes titres, vous pouvez m'engager. Le directeur me dit non, monsieur Dio, entrez. Monsieur Ntumba, votre profil nous intéresse, mais acceptez de faire le concours. Et finalement, moi, je dis, si j'estime qu'on peut m'engager sur titre, il faut que je le prouve que je suis capable en faisant un concours avec d'autres ingénieurs. Je suis allé me présenter. Nous avons fait des tests. Vous l'avez réussi. J'ai été retenu. Oui. On voit que dans votre parcours, en 82, vous avez commencé la vie politique en tant que député national, élu de Kananga. J'ai été élu à Kananga, député national pour la législature 1982-1987. J'ai siégé à l'Assemblée nationale où j'ai occupé les fonctions du secrétaire permanent de l'Union interparlementaire. Mais vous avez connu une vie partisane en étant le président élu de l'interfédéral de l'UDPS au Kasaï occidental de 91 à 94. Oui, effectivement, lorsque, après le discours magistral du Marshal Mobutu a scellé le 24 avril, l'UDPS, donc les fondateurs, je citerai Etienne Tshisekedi, Liaou, Wankem et Kibassa, iront faire enregistrer le parti au ministère de l'Intérieur. Alors, à ce moment-là, ils ont fait un appel solennel aux cadres congolais. Venez nous rejoindre. Nous sommes un parti nouveau. Mais à la différence du MPR, parti-État, chez nous, c'est la démocratie. Les décisions se prennent en collège, non pas de manière dictatoriale. En 2003, vous êtes dans le Parlement de transition avec le régime 1+4. Après les consultations de l'Afrique du Sud, à Sun City, on a créé les institutions de transition, dont le Parlement 1+4. Et là, j'ai occupé la fonction de vice-président du groupe parlementaire du mouvement de libération nationale du Congo, le MLC de Jean-Pierre Bemba. Ce qui s'est passé avec la guerre qu'on appelle de manière erronée la guerre de l'Est. Comment avez-vous vécu le début de cette guerre en octobre 96? Quand la guerre a commencé, vous vous souviendrez que Kengo avait dit que si Kisangani tombe, alors ce n'est pas possible. Il avait pris un pari. Ça, c'est au mois de mars 97. Mais Kisangani est tombé. Oui. Alors, Kengo a été sur une motion de censure initiée par deux membres du Parlement, Jeannot Mbemba, le père de Jean-Pierre, et Olengankoy, et il est tombé. Et quand il est tombé, au lieu
de revenir à la négociation, comme nous étions en guerre, le président Mobutu a nommé d'autorité le général Mayele et le général Likouria comme Premier ministre. Il a publié son gouvernement et j'étais surpris de voir que mon nom était là, à la fonction de vice-ministre de la Défense nationale. Non, mais revenons un tout petit peu en arrière. Oui. Quand la guerre a commencé, Oui. Est-ce que nous pouvions gagner cette guerre, selon vous? Quand vous étiez au gouvernement, vous aviez le sentiment que nous avions les atouts pour gagner La cette question guerre? que vous posez, elle est capitale et profonde. Voici ma lecture en tant que vice-ministre de la Défense. Nous pouvions gagner la guerre. Monsieur Amba, pouvez-vous me dire une province où il y a eu la guerre entre les forces de l'armée congolaise et les forces de libération? Nulle part. Parce que, depuis Goma jusqu'à Kisangani, lorsque les forces armées des Haftel se présentaient devant à l'entrée d'une province, c'est la population tout entière qui allait les accueillir à l'entrée avec un rameau à main pour dire « soyez bienvenus ». Et pour cela, je voudrais vous dire que, à cette occasion-là, moi, en tant que vice-ministre de la Défense, et le Mayele comme ministre de la Défense, nous avions convoqué et invité tous nos militaires dans notre bureau de Montgalima pour leur demander « nous ne pouvons pas comprendre votre comportement. Pour un coup de pétard, vous abandonnez armes et munitions au profit de l'adversaire qui les prend pour nous attaquer. Qui parmi vous sont encore d'accord de défendre le serment que vous avez prêté pour entrer dans l'armée, de défendre les institutions légitimes et légalement établies jusqu'au sacrifice suprême? » Dans la foulée, il y a des jeunes gens qui ont levé les doigts. Alors nous avons dit à ceux qui n'ont pas levé les doigts, laissez-nous la place. Nous restons avec ceux qui ont accepté. Et ceux qui ont accepté, vous savez, nous avions à ce moment-là connu l'embargo généralisé. Nous ne pouvions pas importer, nous ne pouvions pas acheter des armes, pas de munitions, pas de véhicules militaires, rien du tout. Donc nous étions en difficulté. Alors, nous devions envoyer ces militaires, la stratégie que nous avions prise, à l'entrée de la ville de Kinshasa, c'est-à-dire à Kenge. Pourquoi à Kenge? Pourquoi à Kenge, j'insiste? Parce que à Kenge, pour entrer dans la province ville de Kinshasa, il y a un pont. Et ce pont, c'est la seule voie pour traverser. Nous avons dit, nous allons stationner nos militaires là-bas, ils vont faire un verrou, et les gens d'Aftel seront obligés de passer par les trous, et on va tirer dessus. Et je dis au passage qu'à cette époque, nous avions bénéficié d'un concours très sérieux de la part de Savimi, qui était ami Mobutu, qui nous avait envoyé 2 hélicoptères de combat qui planaient au-dessus de Kenge, avec des mitraillettes. Ils mitraillaient en bas. Et nos militaires en face ont tué beaucoup de gens d'Aftel. Je vous dis, je voudrais vous rappeler, Laurent Désiré Kabila, président, a fait ériger un monument à Kenge. Pour lui, c'était à la mémoire de la population congolaise. Non. Je dis haut et fort, en tant que vice-ministre de la Défense, la population civile n'a pas été tuée. Ce qui ont été tués sont les militaires des forces qui venaient attaquer le Congo. Oui, il faut voir aussi l'ambiance politique de l'époque. Il y avait le bras de fer. Ces militaires étaient démotivés par Mobutu lui-même. Pourquoi? Parce que Mobutu avait cessé d'être le chef de l'État de la République du Congo. Il était devenu le chef, non pas seulement de l'Équateur, mais des Ngwangé. Parce qu'il ne soignait que la division spéciale présidentielle. C'est elle qui était habillée, celle qui était bien payée. Les autres militaires étaient abandonnés. La police, ainsi, ces gens étaient mécontents. Les salaires étaient minimes, n'étaient même pas payés régulièrement. Donc tout ça, ça a démotivé les gens pour dire non, il faut qu'ils partent. Voilà, en fait. Nous sommes le 16 mai 1997. La nouvelle tombe, le général Mayele a été assassiné. Vous étiez où? Mais j'étais à Kinshasa. Et j'étais vice-ministre. Vice-ministre de la Défense. De la Défense nationale. Et vous apprenez cela. Quelle a été votre réaction? Le chef d'état-major général de l'armée est assassiné. Comment moi je l'ai appris? C'est mon collègue. Abattu. Non, comment moi je l'ai appris? C'est mon collègue Louzanga Chamandev qui me téléphone vers 23h, vers 22h. Omer, tu es où? Moi je suis à Kinshasa. Si là où tu es, il y a une radio, il faut l'ouvrir, ouvrir sur RFI, on vient d'abattre le général Mayele. En ce moment-là, je ne pouvais jamais me séparer de ma petite radio Sony. J'ouvre la radio, alors c'était la boucle jusqu'au matin.
RFI parlait de la mort. Comment le général a été tué? Non, mais quelle a été votre réaction en tant que Mais membre du gouvernement? la première réaction, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les membres du cabinet pour leur dire que... Les membres de votre cabinet de la défense? De la défense. Oui. Je leur ai dit, je voudrais qu'on se rencontre le lundi à 9h. Maël est mort le 16 mai, dans la nuit. Oui, vendredi soir. Oui. Vendredi soir. Et vous avez quand même tenu une réunion le 17. Le lundi. Et le 17, vous... Quelle était la situation à Kinshasa? Puisque là, les Kadogo étaient dans la capitale. Étaient déjà dans la capitale, bien sûr. Les militaires du camp Tchatchi ont fait réédition. Mais nous avions, à la demande expresse des confessions religieuses, Oui. je cite, les catholiques, les protestants, islamistes, guémaristes, nous avaient demandé expressement, on ne défend pas une ville dans la ville, laissez ceux qui viennent entrer sans combat, parce que nous ne voulons pas faire tuer la population civile pour rien. Et je vous dis que nous avions tenu, à la demande du Premier ministre, une réunion de conseil de sécurité pour justement parler des stratégies à prendre à donner à nos forces armées. Ça, c'est une autre chose à faire, un autre problème que je pourrais donner. Oui, parce que là, nous parlons toujours, la mort de Mayele, c'est le point de départ. Ce qui s'est passé après. Alors, comment j'ai échelonné les détails, c'est à cette réunion-là, de lundi, dans une des parcelles des membres de famille Ngombe, sur la rue Ouvira, il y a quelques membres qui ont répondu à cette invitation, parmi lesquels les chauffeurs qui avaient conduit le général. Il y a une dame qui est encore en vie, Madame Colette Tchomba. À l'époque, elle était conseillère de la communication dans notre cabinet. Elle a assisté à cette réunion. Et le chauffeur, quand je pose la question, le chauffeur me dit, Excellence, moi je suis le chauffeur, je vais vous expliquer. Voilà ce que le chauffeur me dit. Le vendredi, le soir, le général Likoulia, Premier ministre, invitera à sa résidence le général Mayele. Et quand il arrive, le général Ouezago, le second, commandant second de la DSP, est au bout de téléphone pour dire, mon général, vous avez donné ordre que nos militaires déposent armes et que les forces qui viennent entrent sans problème. Mais je suis à la guérite de Kantchachi, juste à la sortie, avec environ 100 militaires, armes, munitions au point. Ils veulent sortir pour aller piller. Ils ne m'écoutent pas. Je voudrais que vous veniez, peut-être que vous, en tant que chef d'état-major général des forces armées et ministre, il peut vous écouter. Le général répondra, oui, j'arrive. Voilà la première décision mauvaise que le général a prise. C'est, oui, j'arrive. Alors, quand il est parti, ça c'est le chauffeur qui me parle, à l'entrée, comment ils sont entrés? Ils arrivent à la guérite. Le général avait une suite de 5 jeeps. Dans chaque jeep, il y avait 5 commandos sur site. Lui prend la voiture officielle, Daou, la voiture coréenne. Il est devant, et derrière, les 5 voitures. C'est très bon de utiliser cela. Ils avancent. Quand ils arrivent à la guérite, on ouvre la guérite, sa voiture entre, on la ferme, tous les véhicules, tous les jeeps, les 5, sont dehors. Ils ont assisté à l'assassinat du général sans être capables de le défendre parce qu'ils étaient en dehors de la clôture. Alors quand ils arrivent, c'est chose m'explique, Ouezago accueille le général en ces termes. Mon général, je vous ai dit qu'il y a environ 100 militaires, les voici, ils veulent partir. Alors le garde de corps sort, bien sûr, il ouvre la voiture du général, il en sort, donc commence l'entretien entre Ouezago et le général. Le général, quand il commence à parler aux militaires, à peine le jeune Congolo Mobutu sort de la foule en disant « Vous êtes en train de parler avec un traître ». Et au même moment, le général lui répond « Petit, je ne suis pas traître. Viens demain après-midi chez moi, je vais vous expliquer la vérité. » Cette version n'a jamais été confirmée. Même l'ambassade américaine dit que Kongolo est arrivé après que le général Mayele ait déjà été abattu. Non, mais moi, je vous donne la version donnée par le chauffeur qui était avec le général. L'ambassadeur n'était pas au Kantchachi. Non, l'ambassadeur des États-Unis a fait sortir un rapport. Non, n'était pas au Kantchachi. Vous vous adressez au ministre de la Défense, qui
qui a causé avec le chauffeur qui a connu le général. La version qu'il me donne, elle est véritable. Le chauffeur me dit, quand le général commence à s'adresser aux militaires, ça c'est le chauffeur qui raconte, quand on le sort de la foule, il dit, je dis bien les mots qu'Angola a prononcés. C'est d'après ce que le chauffeur m'a dit. Vous êtes en train de causer avec un traître. Et au même moment, une balle est partie de la foule, le général est tombé. Voilà. Oui, mais il y a une autre version qui dit que le général s'était caché en dessous d'un des véhicules. Oui, mais c'est et on l'a abattu en dessous d'un véhicule. J'ai entendu cela aussi. Oui. Ça, c'est des radios trottoirs. Ça, c'est des bobards. Le chauffeur m'a dit que c'est faux. Parce que les gens prêtaient au général des tenteurs de fétiches pour disparaître. Non. Le général n'était pas tombé. Il a été abattu. Je vous dis que quand, comme on le dit, vous êtes en train de causer avec un traître, une balle est sortie. Mais je vous dis aussi au passant. Mais qu'est-ce qu'on faisait avec les gens du DSP? Je vous dis aussi qu'en passant, le général n'est pas mort seul, celui-là, il est mort avec son gars de corps, que lui a été déchiré par les poignards. Le général a eu une balle, mais lui a été saisi par ses militaires, on l'a déchiré avec des poignards. Mais qu'est-ce que Kongolo faisait avec les militaires de la DSP? Parce qu'il ne faisait pas partie de la DSP. Oui, vous posez bien la question. C'était un coup préparé. C'était déjà préparé pour le tuer, pour l'assassiner. Donc on avait prévenu que le général allait venir là-bas. Mais voilà comment c'est arrivé. Lorsque, le jeudi, le Premier ministre de Koulia convoque une réunion spéciale du Conseil de sécurité à sa résidence officielle, c'est que le ministre de l'Intérieur, excusez du territoire, le général Ilunga avait dit ceci, que, en répondant à la question du général, le Premier ministre, pour dire quelles sont les stratégies, dit la guerre qui vient contre le pouvoir établi. Le pouvoir établi est incarné par le chef de l'État et le gouvernement, dont nous sommes membres. Et donc, je demande que nous prenions une décision que nos militaires ne se défendent pas. J'ai dit au général, Premier ministre du Koulia, lorsque vous allez accueillir le président à l'aéroport d'Indili avec un comité de en revenant de Pointe-Noire, vous le conduisez au camp Tchatich à sa résidence, en sortant, faites-vous accompagner de deux généraux. Le vice-premier ministre de la Défense Mayele et le général Zimbi, commandant de la DSP, qui ne sont pas avec nous dans cette réunion. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont responsables de la sécurité rapprochée du président de la République. Et donc, quand vous le faites, quand ils vous accompagnent, il faut les convaincre qu'ils adhèrent à notre décision. Comme ça, notre décision et la leur, ça marche ensemble. Et alors, mais, j'ai dit au général, connaissant le président Mobutu, quand vous allez lui dire, il dira certainement non, je peux faire mon lit ici. Mais je vous renvoie au texte de la Constitution de transition, la Constitution de transition, qui dit que... Mais allons donc un peu au but. Parce qu'il semble que le général Mayele, c'est lui qui avait pris la parole lors de cette rencontre. Oui, quand ils sont allés... Il a dit au président... Non, quand ils sont allés le soir, non, après avoir accueilli le président Mobutu, quand ils sont allés au Kachachi, le soir, ils sont allés, comme j'avais proposé, arrivé, le Premier ministre prend la parole, il dit que le général va vous expliquer. Et le général parle. Voici les termes. Ça, c'est Mayel lui-même qui me le dit. Vendredi, après la réunion du Conseil des ministres. Il me dit, Omer, j'ai dit au général, mon général, je parle français, je ne suis plus à vous défendre, vous et votre famille. Alors, si ces paroles, Mobutu, se retournent, ah bon? Avec tous les moyens que j'ai mis à votre disposition, vous dites que vous n'êtes plus capable. Alors, c'est là que le premier se dit, non, mon maréchal, c'est lui qui dit, ce n'est pas moi. D'ailleurs, aujourd'hui, là, il y a des amis qui vont venir de l'Afrique du Sud pour nous aider. Et là, Mayele avait mal parlé parce que, à cette réunion du Conseil de sécurité, lui n'était pas là. C'est moi qui ai représenté le ministère. Lui était justement à Kenge pour faire partie des militaires. C'est ça qui était la base de complot qui a été clamé pour dire qu'il a été traître. Parce que d'abord, j'avais mis à téléphoner à Mobutu, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il y avait des satellites, pour dire voilà, votre général est à Kenge, je lui avais envoyé 2 hélicoptères de combat, il me dit que je puisse récupérer les combats des militaires. Pourquoi? Il me dit non, je contrôle la situation. Alors Mobutu a dit informé que Mayel avait trahi.
Et maintenant, lorsque le général Mayele lui dit, fils vis-à-vis, je ne suis plus, je dis bien, je ne suis plus, au lieu de dire que le conseil de sécurité s'est réuni, voici les décisions qu'ils ont prises, ça aurait été mieux. En disant, je ne suis plus capable de vous défendre, le bout a dit, non, c'est un traître. Voilà comment on a monté la machine pour l'assassiner. Mais pour vous, Mayele, c'est un traître ou un héros? Ah, vous posez une bonne question. Je ne cherche pas ici à juger Mayele. Mais je voudrais que ceux qui nous écoutent, à la télévision, à la radio, eux-mêmes tirent la conclusion. Au regard de ce que je suis en train de donner comme information, des conditions dans lesquelles le général a été assassiné. Il ne nous reste qu'à vous remercier, à moins que vous ayez autre chose à ajouter. Je voulais ajouter ceci. Après les conseils des ministres de vendredi, de tout dernier, le général Mayele, Mengira Omer, ça fait une semaine, on ne s'est pas vu. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Moi aussi, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Parce que la réunion des conseils de sécurité qui avait été tenue, qui a eu lieu, lui n'était pas là, c'est moi qui étais. Je devais lui donner l'information, voilà ce qui est arrivé. Je constate deux choses qui attirent mon attention. Tous les officiers généraux et les colonels, même ceux qui n'étaient pas affectés, étaient là. Mais surtout la présence du secrétaire général de la Défense nationale. Il était venu avec de l'argent, des billets, de la monnaie dont je parle, en sac de jute, en grande quantité. Et moi je pose la question, qui a convoqué cette réunion? On a dit au ministre de la Justice, de la Défense, que c'est moi qui ai convoqué. Mais quand qu'on rencontre le ministre pour lui demander, mais vous convoquez la réunion, ça m'a informé, il dit non, Omer, on m'a dit que c'est vous qui avez convoqué. Vous comprenez là? Donc c'était préparé. Et je constate qu'en face de notre bureau, donc sur les jardins du Palais de la Nation, avec le feu, 2 canons pointés, orientés vers le bureau. Je lui dis ceci, qu'on avait pointé ces canons, et on avait envoyé le secrétaire général avec ses billets, parce que quand il vous donne l'argent, vous mettez le temps de compter, et en ce moment-là, si on donne l'ordre, tout le monde est bougé. Mais ça n'a pas eu lieu. Parce que, quand je dis ça au général, il me dit là, Omer, allez, faites partie de tout le monde. Nous tenons la réunion un autre jour. Je suis rentré à sa résidence située dans le cas Massavoko, et il avait pris rendez-vous pour aller voir le président à Ndola, en Zambie, samedi à 14h. Mais il dit là, ceci, monsieur le vice-ministre, je ne vous connaissais pas bien, mais le temps que nous avons fait avec vous, j'ai découvert en vous un homme intelligent et sage. Demain, je fais aller-retour. Je vais vous donner le compte-rendu de ma rencontre avec le président Laurent, mais je vous dis que vous serez grand dans ce pays. Voilà ce qu'il me dit. En plus, lorsque le président devait partir, Là, vous parlez de quel président? Mobutu, Oui. devait partir, lorsqu'on l'a notifié de partir, oui. Il me dit là que nous sommes allés à la réunion avec le président pour lui demander de partir. Il a dit non. Mais après nous, il a réuni des membres de sa famille. À cette réunion, ont assisté aussi tous les généraux Ngwangi. Ils ont débattu longtemps, mais à 3h du matin, ils l'ont convoqué de partir. Il a accepté de partir. Il a dit à 3h du matin, le protocole, la présidente m'a téléphoné pour dire que le président a fini par accepter de partir et votre présence à l'aéroport de Nili est requise. Il faut être demain matin à l'aéroport de Nili. Et quand il arrive à l'aéroport de Nili, il se trouve en face du maréchal Mobutu avec maman Bobila Dao. Maman Bobila dit au chef d'état-major particulier, Omoni makambo mwana maman na yo asali asunuli ngai na bana siko tukokende wapi. Alors, il a compris qu'on s'adressait à lui. Tant bien que maman, ses yeux étaient regarder le colonel, chef d'état-major particulier du président. Et sur ces paroles, le président se retourne, va vers l'avion, et bien il me dit là, j'ai tenu la main du président pour lui dire, mon maréchal, merci d'avoir décidé de partir, je vous souhaite un bon voyage. Et le président monte dans l'avion, il est parti à Badolit. Quelle est la conclusion que vous voulez tirer par ça? J'ai voulu, à travers tout ce que nous venons de parler, oui, donner les circonstances dans lesquelles le jeune Mayele a trouvé la mort. Alors, il appartient à ceux qui nous écoutent de dire le jeune Mayele a été assassiné
parce que traître ou parce qu'il était héros. Merci beaucoup, M. Omer Ntumba Shabangi Wangandu, ancien vice-ministre de la Défense.